Bienvenue dans ce premier podcast, premier essai dans lequel on va parler de psychologie, mais d'une façon peut-être un peu inhabituelle. On va dépasser certains concepts, on va réintégrer des notions qui peuvent paraître un petit peu parfois floues, parfois légères, parfois antithéliques avec l'idée même d'apporter un savoir rigoureux et démontrer comment ces dernières peuvent venir enrichir, au contraire, l'espace, enrichir l'espace intérieur, l'espace psychique, mais aussi l'espace de conscience qu'on peut développer, qu'on peut avoir. Et à travers ces éruditions que je vais lancer, qui n'ont aucune autre prétention que d'être relative à l'expérience que j'ai faite de la vie, que ce soit l'acquisition de connaissances extérieures ou des révélations plutôt intérieures. On ira peut-être explorer d'ailleurs, c'est un sujet complexe. Est-ce que ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur? C'est tout un débat philosophique, l'inné et l'acquis, qui aura pour but, quasi essentiellement, même si c'est un petit peu, encore une fois, antithélique à la démarche de définir un but, mais vous verrez que une des principales velléités est d'intégrer les paradoxes, car la richesse se trouve dans le paradoxe, et sortir de la logique de non-contradiction, de la logique aristotélicienne, principe de non-contradiction de la logique aristotélicienne, est un des effets secondaires de la consommation de ce podcast. Mais bon, essayons de résumer à un but, parce que je sais qu'on aime avoir un but pour s'adonner et se dire, ah, ça me plaît, ça m'intéresse, même si bien sûr ce sera bien plus large. Et donc je reprends ma phrase après cette légère digression, vous verrez que les digressions seront légion. Le but majoritaire sera de mettre au clair certains des mécanismes invisibles, qui sont de l'ordre de la pensée, du fonctionnement de notre cerveau, qui se jouent en nous, et de mieux les comprendre, car souvent, dans ce domaine-là, de la psyché, il s'agit simplement d'avoir en conscience les choses pour qu'elles se réordonnent, se réorganisent, s'allègent, deviennent plus compréhensibles et donc plus faciles à vivre sans même avoir à faire quelconque protocole, quelconque action. La simple compréhension mise à jour, mise au clair, mise en lumière, la simple conscientisation de certains mécanismes qui se jouent en nous est en fait d'ores et déjà le début d'une potentielle amélioration ou que ne sais-je, en tout cas, je vais rester sur ces termes, une réorganisation du psychisme vers quelque chose de plus éclairé, de plus conscient, donc encore une fois de plus apaisé, de plus facile à vivre. Et c'est là tout le cœur de la démarche. Avoir une vie plus agréable. Si je propose aujourd'hui ce genre de contenu, c'est pour tout un tas de raisons, mais je vais essayer d'être assez succinct. Vous verrez que ma pensée est en arborescence et que c'est une tendance que j'ai du mal à asseoir en moi que de me diriger vers un but précis. Mais j'ai aussi, bien entendu, compris à travers mes expériences que un but précis n'est parfois pas la démarche la plus appropriée pour intégrer, développer, rendre plus qualitatif son être, bref, se sentir mieux, plus aligné, bien dans ses bottes. Si je propose ça aujourd'hui, c'est au fil d'un long développement de ma personne, prise de conscience de haut, de bas, d'aventures, de péripéties, qui m'ont fait passer par tout un tas d'états. Et une des motivations premières serait de rendre le voyage peut-être pas plus court, ça je ne peux pas le prévoir, bien qu'il y a des chances que ce soit le cas, mais au moins plus abordable, plus compréhensible et peut-être plus agréable pour la personne qui écoute derrière, toi, qui que tu sois, homme, femme, jeune, plus âgé, ou que ne sais-je, peut-être que tu as un parcours de vie qui est
complètement cabossé ou au contraire assez lisse et que tu t'ennuies un petit peu? Peut-être que même tout a été, toujours, assez, correctement agencé pour toi dans ton existence, mais que tu t'intéresses quand même à ces sujets pour une motivation qui m'échappe. Dans tous les cas, j'espère que les quelques aventures et années d'expérience, de pratique dans les domaines que sont la psychologie, la philosophie, l'existence même, on pourra dire la spiritualité, tout un tas de mots en fait qui vont venir au final pointer dans une même direction, l'expérience. L'expérience que la conscience fait à travers le véhicule physique qu'elle incarne. Et j'espère que certains des éclairages que je vais apporter vont faire sens avec toi parce que on sait très bien que dans ce genre de domaine, c'est parfois une structure sémantique, un agencement de mots, un exemple près, une schématisation, une métaphore que la compréhension se tient. On tourne parfois autour du pot pendant longtemps jusqu'à ce qu'un déverrouillage s'opère, jusqu'à ce qu'une mise en relation de différents systèmes de compréhension, une façon de voir le monde nous éclaire sur un point de blocage dans notre vie et nous permette tout d'un coup d'alléger, encore une fois, c'est des termes que je vais souvent employer car ils sont vraiment assez symboliques de la façon dont ça se passe. J'entendrai aussi un certain relâchement qui s'opère lorsqu'on atteint, par un agrégat de circonstances, ma foi, impossible à définir car absolument dépendant de la personne en question. Eh bien, si je peux te permettre, à travers les formes de langage que je vais employer, d'atteindre ce dit relâchement sur un point de tension dans ta vie, j'en serais bien heureux. Et j'espère que tu prendras le temps de venir vers moi en retour et de m'en parler. Parce que une des idées aussi, bien sûr, c'est ça. C'est de créer du lien. Si on est incarné dans cette existence, si on est dans le monde de la division, où nous sommes tous des individus séparés, et que nous ne sommes pas dans l'unité fondamentale qui précède, selon la théorie la plus communément acceptée, le Big Bang, si nous ne sommes pas ce point de matière concentré, densifié, tous un, une seule et même chose, avant même qu'il y ait séparation, la concentration des 10 puissance 83 atomes de l'univers en un point, eh bien, c'est bien le lien qui émerge de tout ça, la capacité de relation. Et que faire de mieux dans cette vie, si ce n'est essayer, par la structure agrégée, momentanée que sont nos corps, traversés par la conscience, de se relier à l'autre et de transmettre de l'information. Le principe même d'une cellule, c'est ça, c'est transmettre de l'information. Transmettre de l'information en étant dans un environnement fertile, ou le quitter et choisir l'immortalité. Eh bien, étant donné que mes cellules visiblement restent agrégées et me permettent d'évoquer ce propos, et visiblement par un système d'information coordonné arrive à tes oreilles, par la plateforme qui permet la diffusion de cet enregistrement des vibrations que provoque ma voix dans un système numérique qui revient vers toi via un écho satellitaire qui renvoie jusqu'à l'antenne la plus proche dans ton routeur Wi-Fi ou ton accès à Internet via ton mobile, et la retransmission par le système audio que tu emploies, que ce soit un casque, des écouteurs ou le haut-parleur directement, ces vibrations-là atteignent ton tympan et ce tympan, on les retransmet en signaux neuroélectriques qui, visiblement, font écho dans ta tête et créent une compréhension via des mots, un langage qu'on a codéfini et qu'on a accepté comme étant des symboles qui transmettent le réel, l'expérience que chaque conscience fait du réel. Et, visiblement, ça fait sens pour toi. Sinon, comme l'homo economicus que tu es, l'individu qui vise à optimiser ses trois ressources primaires, que sont temps, argent et énergie, tu serais tout simplement parti si ça faisait pas sens pour toi. Parce que je pars du principe que tu es cohérent avec toi-même. Un minimum à l'écoute de toi-même pour ne pas te faire capturer, hypnotiser, bien que c'est
un procédé qui est courant dans la société actuelle et que on visera d'ailleurs à démonter aussi, pour te rendre ta souveraineté intérieure, pour du moins augmenter ta capacité à y accéder si tu le souhaites, eh bien, j'espère que tu n'es pas là par un mécanisme hypnotique, et si c'est le cas, qu'on va réussir à le démonter et que ton envie de m'écouter parte d'un autre endroit à l'intérieur de toi. Et donc, si ces mots font sens pour toi, non dans un ancrage hypnotique, eh bien, nous sommes en train de réaliser la plus belle chose qui puisse être dans l'existence incarnée, divisée, encore une fois, non en unité, fameuse unité que j'évoquais avant, précédant le Big Bang, si on s'inscrit dans cette épistémologie-là, plus ou moins cohérente. On pourra en reparler si jamais on aborde des sujets de ce genre. Ça mériterait des épisodes entiers, bien que ce ne soit pas mon domaine de compétences privilégié. C'est des théories que j'aime explorer, car elles nous permettent de faire péter des bulles dans notre cerveau, encore une fois, pour accéder à peut-être des compréhensions ou états de conscience différents. Mais en tout cas, si on se retrouve ici, toi et moi, séparés, les agrégats d'atomes écartés, subissant la loi de l'entropie, qui les écarte les uns des autres par l'expansion constante de l'univers, eh bien, essayons de faire lien, au moins un peu. Sinon, à quoi bon? Autant se désagréger tout de suite. Bien que c'est une finalité de l'existence qu'il faut accepter, intégrer et digérer dans la chair, dans les tripes, au niveau émotionnel, bien entendu. Pas uniquement dans le concept. Parce que là, ça paraît cohérent, en vertu du langage, en vertu du logos, de la logique que je suis, et que tu as probablement intégré, introjecté comme étant un absolu et quelque chose auquel tu crois fondamentalement, qui te permet de comprendre les choses, d'accéder au réel, eh bien, ce n'est pas suffisant. Utiliser la logique pour transmettre des concepts, ce n'est pas suffisant. Il s'agit de descendre dans le corps, dans les émotions, de voir les sensations physiques que ça fait, cette boule dans le ventre, dans le plexus, dans la gorge, et de la vivre. Pas la refouler, pas l'éviter, l'esquiver, la fuir et monter dans le mental, aller dans la pensée et dire ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Pas besoin de la ressentir, cette boule. Non, non. Je te prie de redescendre là et de réintégrer cette phrase que j'ai dit ici précédemment. Nous sommes des formes de vie momentanées subissant la loi de l'entropie. Chacun de nos atomes s'écarte à une mesure que l'on ne peut pas mesurer au prorata de notre perception du temps, mais à l'échelle de l'univers, c'est ce qui se passe, et au macrocosme comme dans le microcosme, loi de correspondance, on explorera peut-être ça plus tard. Si tu as la référence, ça fait tout de suite sens pour toi. Si ce n'est pas le cas, je t'invite aussi à faire tes recherches complémentaires pour comprendre certains concepts que j'évoque dans ce podcast que tu ne maîtriserais pas encore. Il y a tout un lexique, bien sûr, à explorer. Eh bien, au macrocosme comme au microcosme, il se passe les mêmes choses. Donc, tu es une forme momentanée qui vise à se disperser dans le temps et dans l'espace, car tout système tend à se désagréger. Si on ne fait pas allégeance, si on n'abandonne pas face à ces absolus, ces irrémédiables, ces lois de la physique, à un certain endroit, on est en réfutation complète avec le réel. Du moins, le réel observable, le réel qu'on a compris, vis-à-vis du logos, encore une fois, de la logique qui nous est à disposition, et donc de ce sur quoi on bâtit toutes nos connaissances, toutes nos façons de fonctionner. Donc si on a fait l'égence, encore une fois, le mot est fort, mais c'est quand même ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on a donné du crédit à la logique, si on l'utilise tous les jours, si tu l'utilises pour m'écouter via le langage que tu valides également, car tu l'emploies, même si on peut aussi invalider et utiliser, c'est la posture depuis laquelle je te parle, mais je ne pense pas vraiment que ce soit encore celle à laquelle tu as accès, bien que c'est ce que je te souhaite. Donc si tu as validé le langage, si tu as validé la logique, le logos, les principes de base, que tu fondes toute ton existence sur ça, sur cette utilisation-là, eh bien, tu es bien obligé à un certain endroit de reconnaître une certaine forme de crédibilité, bien que tout modèle soit troué, aux lois de la physique découvertes par nos bons scientifiques. Et j'imagine. C'est bien entendu les concepts qu'on investiguera et qu'on démontrera pour te permettre d'aller plus loin.
Je pense qu'au début, là où on est à un endroit où c'est le cas. C'est le cas. Tu les acceptes. Mais tu les acceptes sur une base de croyances introjectées par voie hypnotique. Tu les acceptes parce que, à un certain endroit, tu as abandonné la réflexion. Et c'est totalement normal. Quand on te dit en cours de physique-chimie un atome est un atome, tu ne vas pas lire toute la documentation certifiant qu'un atome est un atome. Tu le crois. Et oui, à un moment, c'est la croyance qui est intervenue pour te permettre de faire entrer des informations dans ton système. Et c'est totalement normal. C'est parce qu'encore une fois, tu es un homo economicus. Tu es fondé comme ça. Tu vises à optimiser tes ressources primaires. Si on revient au primaire du primaire, avant même la création de l'argent, ton temps et ton énergie pour maintenir ton système physiologique en place et te permettre d'accéder progressivement à plus de ressources, te permettant de voir au loin, de voir à l'avenir. Quand tu étais dans ta savane, là, il y a 300 000 ans, tout ce que tu voulais, c'était avoir un bœuf qui tient assez longtemps, ou que ne sais-je, un dinosaure, je ne sais quoi. Bref, une proie, de la nourriture qui tient assez longtemps pour subsister. Et là, peut-être, tu allais peut-être monter dans ton cerveau et commencer à réfléchir. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui aussi. De la même façon, plus tes ressources sont opulentes, se conservent bien dans le temps, plus tu vas pouvoir adonner théoriquement, c'est pas dit que tu le fasses, mais tu vas pouvoir adonner d'énergie à d'autres choses, comme la réflexion. Et à un moment, bien entendu, tu vas devoir passer à l'action. Donc sortir de la réflexion, car tout système nerveux a pour but d'agir à un moment donné. Et donc, tu abandonnes la recherche et tu acceptes certains faits établis pour pouvoir avancer. À l'époque, dans un cursus scolaire, tu avais une velléité d'avancer, donc tu as accepté certains concepts pour pouvoir bâtir toute la logique qui allait suivre. Quand ton prof de physique-chimie t'a dit atome égale la structure qui compose le réel, qui s'agrège en molécules, etc., bah, t'as accepté. T'y as cru. Donc, quelque part, tu as fait allégeance certes à la logique, mais sur une base de croyance, non remise en question, et sûrement introjectée par voie hypnotique, c'est-à-dire bypassant ta conscience, rentrant dans ta conscience par ton inconscient, par des mécanismes qu'on va décrire. Et le mécanisme en question, c'était probablement, vis-à-vis de ton professeur, une allégeance à son autorité. Sa connaissance était valide non pas par une recherche, une épistémologie, une approche scientifique, tu n'as pas décortiqué les éléments jusqu'à leur fondement, sinon tu serais tombé sur les problèmes de récursivité et le trilemme d'Agrippa, ce que je ne pense pas que ce soit ce que tu as fait. Et donc, à un moment donné, tu t'es dit, ce mec-là a raison, s'il est en position de me communiquer ça, c'est qu'il y a tout un système en place qui a vérifié à ma place, par procuration, la dite connaissance, donc je fais confiance, je peux l'intégrer comme étant vrai. Donc, ce que tu définis comme étant vrai est arrivé en fait, non pas par une vérification rude de ta part, mais par un abandon, un lâcher-prise, une croyance, une subjectivité. Donc ce que tu penses être objectif, tant que tu ne seras pas allé l'investiguer, est en fait subjectif. Et là, c'est le retournement majeur par rapport à l'idéologie du siècle, l'idéologie scientifique, oserais-je dire scientiste, qui se veut objective, qui se veut apposer une forme de couvert sur le monde du sujet, de l'humain, des émotions, qui se veut exclure le sujet de sa démarche et nous faire croire à un monde où, en effet, les humains accéderaient au réel par un autre biais que leur subjectivité propre. Et là, si tu commences à mettre les concepts en relation, c'est peut-être déjà un petit peu trop avancé, peut-être que ça te perd, mais si tu as suivi jusque-là, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à tout réécouter, et à chaque fois que tu te demandes si tu as bien saisi un concept, à mettre sur pause, et à te poser dans l'instant, et à réfléchir au concept. Et s'il y a des mots qui t'échappent, tu peux aller les rechercher en tapant la définition sur Internet, ou alors tu peux prendre le transcript du podcast s'il est accessible, ou alors tout retaper à la main sur ChatGPT et lui demander un approfondissement pour comprendre ce que je veux dire par ma tournure de phrase et les mots que j'ai employés.
et les concepts éventuellement sous-jacents auxquels je fais référence. Ça, c'est un prompt que tu peux mettre dans ChatGPT. Voilà le conseil que je te donne pour utiliser à bien l'outil, c'est de poser le prompt qui dira « J'aimerais que tu m'expliques ce que cette personne veut dire par là » en essayant d'extrapoler les nœuds psychologiques et les concepts maîtrisés pour en arriver à ce niveau-là de connaissance, à cette approche-là, à cette épistémologie-là du réel. Quelles sont les théories qu'il doit avoir comme fondation pour s'exprimer de la sorte et produire un contenu qui va dans ce sens. Donne-moi accès à la compréhension de ces dites théories. Voilà un exemple de prompt assez recherché qui te permettrait peut-être de comprendre bien plus vite le propos, au moins plus vite que la fréquence de parution de ces épisodes. Si tu veux faire la démarche sérieusement, tu sais comment faire. Si tu veux rester dans le cadre du divertissement et continuer d'écouter ma voix juste pour faire passer le temps, tu peux aussi. Il y a plusieurs utilités au fait que je délivre ma voix sur un support audio. Bien sûr, tu peux complètement t'inscrire dans une démarche qui est même double. Tu pourras repasser plus tard. C'est d'ailleurs ce que la plupart vont faire. C'est ce que je fais moi-même souvent quand j'écoute tes contenus. Mais il est certain que si on veut être totalement honnête avec nous-mêmes, ce n'est évidemment pas la démarche d'étude la plus pertinente dans la majorité des cas, bien que elle peut s'avérer être pertinente dans certains cas. Notamment dans les cas où, en effet, il va falloir que tu digères ces informations dans ton subconscient, que tu n'es peut-être pas prêt encore à les intégrer dans ta chair. Il y a certains systèmes de protection dans ton organisme qui se mettent en place contre cette connaissance, avec une conscience en fermeture, non pas parce que c'est mal, mais peut-être parce que tu n'es pas prêt à rentrer ça dans ton système, ça déstabiliserait trop de choses, ça t'emmènerait dans une situation qui est trop incertaine, c'est trop loin de ta zone de confort, et en ce sens, c'est pas totalement négatif. Il faut aussi un peu sortir du dogme du développement personnel qui tend à tout le temps vouloir nous emmener loin, 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 toujours plus loin de notre zone de confort et comprendre une phrase que m'a toujours dit mon père depuis tout petit, soit mis garde un pied dans le monde et un pied hors du monde. Et bien là, sur ce concept précis, il s'agirait de garder un pied dans la zone de confort et un pied hors de la zone de confort. Non pas sauter les deux pieds dans le plat. Tout est histoire d'équilibre entre l'ordre et le chaos, comme dirait Jordan Peterson. Il y a des phases, certes, où on va devoir pousser et se mettre pleinement dans le chaos pour vivre l'expérience. Et des phases, certes, où nous avons besoin d'ordre, de certitude, de quelque chose de stable, se poser, construire, prendre soin de soi. C'est ces phases d'ordre. Et il y a des moments, quasi optimales, si j'ose le mot, optimaux, où on va, en effet, vouloir se poser un peu dans l'un, un peu dans l'autre. Tu choisis, en âme et conscience, et c'est totalement justifié par rapport à ta position, car au final, il n'y a que ta subjectivité, encore une fois, qui accède à la connaissance. Si je dois le répéter, pourquoi tu dis qu'un atome est un atome? Parce que ta subjectivité a bien voulu le croire dogmatiquement. À un moment, tu as arrêté ta réflexion de façon dogmatique. Moi, je m'arrête à là. Pourquoi? Pas parce que c'est vrai, parce que c'est comme ça, je m'arrête à là et là, j'y crois. Voilà. Bon. Sur base de ça, on va ensuite aller construire des connaissances. Je reviendrai toujours sur ces cadres épistémologiques, ces cadres d'approche de la connaissance et du réel, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, qu'on comprenne bien de quel espace on part. Ce propos que je te propose là aujourd'hui n'a pas, parce que j'utilise peut-être des tournures de phrases complexes, enrichies par plusieurs systèmes explicatifs, peut-être que j'ai poussé un petit peu plus loin la connaissance que toi, ou je ne sais quoi, il n'est pas supérieur pour autant. Il part du même endroit. Une subjectivité assumée. Contrairement, encore une fois, aux dogmes scientistes qui voudraient, je le répète, tendre à nous faire croire que le sujet est excluable de l'expérience. On pourra le nuancer par plein d'expériences très, très intéressantes en physique quantique, notamment l'expérience de la double fente de Jung, encore un concept intéressant à aller explorer si tu t'en sens le cœur.
J'ai aussi évoqué le trilemme d'Agrippa et tout un tas d'autres choses. Je t'invite à mettre pause à ces moments-là ou au moins à les noter en cours de route dans ton Apple Note ou que ne sais-je que tu as à disposition, peut-être même un petit carnet de notes si tu es un peu old school. Fin du premier passage d'introduction qui va te permettre peut-être d'accéder au cadre de ma pensée, à une forme de compréhension de comment j'articule les concepts, des précautions que je prends et aussi des choses que j'assume comme étant ma propre subjectivité qui te permettra peut-être de mieux approcher tout ce propos. Donc, je reprends, étant donné que j'ai encore fait une belle digression et que je t'invite à suivre les dites digressions car elles sont des éléments obligatoires pour bien approcher le propos. Car si tu n'as pas les éléments de ces digressions, tu as des objections mentales et ces objections mentales positionneront ton accès à la connaissance, ton accès au propos, ta conscience en fermeture. Et cette fermeture est assimilable à ce qu'on appellerait en PNL, un métaprogramme différence. Le métaprogramme différence, bien qu'il ne soit pas totalement égal à ce qu'on appellerait la conscience en fermeture, a tendance à chercher uniquement, du coup, c'est sa fonction, les différences, les potentielles incohérences, la séparation entre deux choses, plus que le métaprogramme similitude qui viendrait rassembler, intégrer, comprendre qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce que je peux intégrer de l'autre en moi. Bref, je t'invite à te positionner en ouverture et c'est à ça que servent ces digressions, à justifier avec un brin de logique. Et là, je suis encore en train de faire une digression pour t'expliquer comment intégrer les digressions. Tu le vois bien, ces digressions-là ont pour but de t'apporter des éléments de logique, des précautions de langage, de la rhétorique, bref, les choses que tu valides comme on l'a précédemment cité par le logos, car tu ne donneras ta confiance qu'à un interlocuteur qui use bien du logos et s'appuie sur des concepts que tu as prévalidés par ta croyance, tout ce dont on a expliqué si précédemment avec la croyance que tu as donnée à tes professeurs, etc. Et vu que je n'ai pas fait le choix de me positionner dans une voie hypnotique validée par les pairs académiques. Bref, tous ces mots-là, toutes ces heuristiques-là, tous ces symboles-là qui feraient que tu accéderais plus facilement à mon propos, certes, mais par la voie que je n'entrevois pas entre toi et moi, c'est-à-dire la voie hypnotique. Donc une voie qui, inconsciemment, bien entendu, involontairement, systémiquement, engendre une baisse de l'amour et donc de la transmission du lien, de la clarté, de la pleine conscience, la pleine souveraineté de ton être et du mien dans la relation que nous mettons en place. Viens réécouter ça, c'était complexe, je suis allé vite, mais il y a tout là-dedans. Reviens en arrière, appuie sur le bouton 10 secondes ou 15 secondes en arrière plusieurs fois et réécoute ça encore et encore. Et même, je te donnerai un autre outil que tu vas pouvoir employer, que j'ai moi-même employé sur ce que je viens de dire pour pouvoir t'apporter de la matière supplémentaire. Le prompt ChatGPT, encore une fois ce merveilleux outil, si on l'emploie bien, copie le transcript, surtout le passage que je viens de te mentionner là, et dis à ChatGPT, fais-moi une réduction eidétique, c'est un procédé de phénoménologie, qui est aussi une des disciplines qu'on va utiliser, comme l'ontologie et tout un tas d'autres, pour approcher la connaissance. Fais-moi une réduction eidétique de ce propos qui vient d'être disséminé. Est-ce que, et après, tu pourrais te poser des questions. Est-ce que ça s'apparente à de l'hypnose? Est-ce qu'il essaye de bypasser ma conscience pour faire entrer les choses dans mon cerveau? Ou est-ce qu'il est dans une démarche honnête? Et partant de ce point extrêmement clair, nous pourrons peut-être continuer le propos. À partir de là, j'aimerais fermer les digressions et emmener vers la conclusion que j'ai préparée pendant toute cette argumentation inconsciemment et que j'ai révélée à ma conscience par justement le fait d'avoir mis le transcript dans GPT et d'avoir demandé une réduction eidétique. Voilà ce que je t'invite à faire pour naviguer vers plus de conscience. Donc, je disais, avant toutes ces digressions, si tu commences à mettre les concepts en relation, tous ceux que je t'ai évoqués depuis le début, là, tu vas peut-être commencer à comprendre. En fait, le problème, depuis le début, c'est pas tant de savoir si la science est vraie ou fausse. On cherche pas un coupable. On n'est pas dans la logique du bouc émissaire de René Girard, que je t'invite à investiguer également, qui est aussi un préalable non négligeable à l'acquisition de la connaissance que je souhaite te transmettre à travers tout mon podcast, tout mon propos. Non, on ne cherche pas le
coupable, on ne cherche pas à éliminer quoi que ce soit. Au contraire, on cherche à réunir. Et encore moins savoir si tu dois croire, s'il y a un absolu qui te dit ce que tu dois faire, si je prends la posture professorale, si j'utilise le discours de l'universitaire. Non, non, non. Le but, c'est pas de se positionner dans cette axiomatique-là. Le problème qu'on aborde là est beaucoup plus profond. C'est un des concepts les plus complexes de la science, de l'épistémologie, de la philosophie, de la métaphysique. Bref, le problème, c'est de comprendre par quel processus quelque chose devient vrai pour toi. C'est ça tout ce qu'on investigue depuis avant, si tu n'en as pas rendu compte. Et je pense que là, ça commence à faire sens tout doucement. Commencez à voir que l'accès au réel passe toujours par une expérience de ce réel. Expérience captée par tout un tas de choses, notre matrice biologique, la formation biologique qu'a notre corps, qui comporte 5 sens et des organes produisant ces sens. Les yeux, le sens de l'odorat, le sens du goût, du toucher. La logique n'est pas comptabilisée dans les sens, mais tu as bien compris que c'est un fondement. Notre cerveau, notre capacité à penser nous permet d'accéder, et du moins d'interpréter ce à quoi on accède, les fameux signaux neuroélectriques dont je t'ai parlé plus tôt, ces fameuses vibrations qui émanent dans ton tympan, là, qui proviennent des haut-parleurs de ton téléphone, du système de production de son que tu utilises, qui retransmet mon propos. Bref, tous ces signaux-là que tu captes d'un réel qu'on postule, donc de ce réel qui est extérieur à toi, censément, tous ces signaux-là sont interprétés et ton cerveau donne du sens. Et là, tu peux commencer à voir que le réel, ce que tu appelles le réel, passe toujours à travers un certain nombre de filtres, un nombre non négligeable. Donc, déjà, il y a la perception, on en a beaucoup parlé à l'instant. Ensuite, il y a le langage, les catégories que tu vas faire, la logique que tu empruntes, les modèles que tu vas en créer, les modèles qui vont être système opératif, comment tu vas faire passer un mot, une compréhension, une connaissance à quelque chose que tu puisses employer. Bref, une encapsulation de tout ça pour le réduire sa complexité et donc permettre le passage à l'action. C'est tout le but de notre système nerveux, si je dois le répéter. Ça, c'est Henri Laborie que je t'invite à étudier également. Un système nerveux est fait pour passer à l'action. Pour passer à l'action, il doit réduire la complexité énorme, inhérente du réel, et donc faire des heuristiques, ces petites capsules de pensée, ces petits paquets, c'est le même concept qu'on retrouve dans les mots valises, les vortex sémantiques, bref, ces mots qui veulent tout et rien dire, parce que quand on rentre dans la nuance, au bout d'un moment, on se perd et on ne sait plus quoi faire. C'est un système inhérent de notre biologie et même de notre psychisme. Et même ce que je suis en train de t'évoquer, de notre accès au réel, de la façon dont la conscience accède à quelque chose d'extérieur. Bref, finalement, c'est toujours une subjectivité qui va interpréter. Et donc, même quand tu commences à avoir atteint une forme d'objectivité, un recul sur toi-même, une certaine distanciation, la fameuse rationalité, le passage du pré-rationnel, juste je crois en des choses, je les remets en question, je mets en perspective, j'essaie d'utiliser des outils plus larges, des méta-analyses, bref, je passe le rasoir d'Occam, je fais ma transition du pré-rationnel au rationnel. Ce fameux rasoir d'Occam qui nous a permis de développer notre civilisation, d'acquérir des technologies, de mettre en perspective des idées, de trouver celles qui ont le plus de chances de produire un résultat conforme à nos attentes, à nos desiderata. C'est inévitable. Si tu utilises le rasoir d'Occam dans ta vie va s'améliorer fondamentalement. Sur le plan matériel, il va se passer beaucoup de choses sympathiques. Ça va affecter ta biologie parce que tu vas avoir à disposition des ressources d'une meilleure qualité. Tu vas être peut-être moins stressé dans un premier temps, etc., etc. Mais comme tout outil, il y a ses limites et utilisé à l'extrême, c'est comme le sport, eh bien, il va y avoir des effets délétères. Donc, même quand tu crois avoir atteint ton objectivité avec ton petit rasoir d'Occam, ton accès à la rationalité, ta méthode scientifique, tu n'as jamais cessé d'être un sujet en train d'observer. Tu ne peux pas, à un moment, sortir de toi-même ce que tu observes depuis le début et que tu appelles comme bleu à travers ta subjectivité. Tu as beau mettre en relation avec autant de subjectivité que tu le veux, ce que vous avez défini comme étant bleu n'est qu'une expérience perceptive de ta part. Et là, je t'invite, encore une fois,
aller étudier la sémantique générale d'Alfred Korzybski, aller étudier Wittgenstein et son expérience des insectes dans la boîte, etc., etc. Bref, prends du temps, mets pause. C'est pas un contenu de 45 minutes, 1 heure. C'est un contenu d'une vie. Et il va falloir que tu te penches sur chacune des choses que j'ai citées. Ou de faire une réduction idétique et de t'en contenter. Et dans les deux cas, il y a une ressource que tu manques, car on ne gagne jamais sur tous les tableaux. Chaque mode qu'on utilise a ses avantages et ses inconvénients. Rien n'est parfait. Tout est à parfaire, tout est à accomplir. Et dans le monde de la séparation, de la dualité, de la division, dans le non-unité, il y a toujours quelque chose à accéder, il y a toujours une relation, un lien à faire. Et c'est en ça que je t'invite à ne pas te satisfaire de ce fameux besoin de clôture mentale que nous avons, de fermer les choses, d'encapsuler en une heuristique sur le sujet le plus fondamental de l'existence qu'on est en train d'aborder. Tu économises du glucose, de l'énergie toute la journée sur tous les sujets que tu as à disposition. C'est ce que tu fais fondamentalement sur tout. Tu en gardes toujours un peu pour plus tard, par souci d'économie, par souci de on ne sait pas ce qui va arriver demain. Là, on est dans le sujet. Le sujet, avec un grand S. Le sujet de ton rapport à l'existence, le sujet de la qualité de ton expérience, le sujet de ta conscience, de comment tu perçois, vis, approches le réel. Je t'invite à investir pas tout, mais une bonne partie de tes réserves. Si tu veux garder des réserves, remets te face et c'est probablement ce que tu vas faire, même si tu essayes de ne pas en garder. Mais je t'en prie, investis de l'énergie, du temps, de l'argent sur ce sujet, tes 3 ressources primaires. Et peut-être qu'un jour, tu accéderas petit à petit à ce propos que je suis en train de te délivrer. Mais ne te leurre pas. Ce n'est pas à la fin de cette écoute que tu vas avoir compris l'essence de cette pensée, accéder réellement directement. Et encore que peut-être que c'est le cas si tu es dans les bonnes dispositions, mais statistiquement, eh bien, il y aura forcément extrêmement peu de chances, vu la portée et la visibilité d'un propos aussi complexe, que je tombe magiquement sur la personne qui avait les parfaites dispositions pour recevoir ceci au moment opportun et que ça tombait dans le bon contexte de vie, que ce soit temporel ou même en termes de période, donc ça reste du temporel, mais que ce soit momentané ou en termes de période de vie ou même en termes de biologie directement. Peut-être que voilà, ta physiologie n'était pas prête à ce moment T de la journée à recevoir. Bref, c'est un contenu que tu vas devoir écouter encore et encore. Ce premier podcast, c'est une pierre fondatrice de tout ce que l'on peut développer par après. Et il se suffit en lui-même. Tout ce que l'on va développer après ne sera que des extrapolations, des concentrations sur des points précis de tout ce que j'ai voulu transmettre dans ce premier, qui contient réellement tout, je te le garantis. Tu n'as qu'à revenir, faire des réductions idétiques, aller étudier les auteurs cités, les concepts cités, demander les nœuds psychologiques à ChatGPT avec le prompt que je t'ai donné précédemment, voire même demander à GPT de te développer de nouveaux prompts, voire même y réfléchir par toi-même à comment tu pourrais aller investiguer plus de cette connaissance. Encore une fois, tu peux lui demander très simplement, donne-moi une liste de 100 concepts, 100 auteurs, 100 courants philosophiques, psychologiques, 100 disciplines, pour voir des pans entiers associés au propos qui est délivré dans cet audio. Et là, tu vas faire une vraie recherche. Là, tu vas ouvrir des portes à l'infini. Là, d'un seul audio, tu vas ouvrir tout un pan du réel auquel tu n'avais peut-être pas accès jusque-là. Je reviens après cette digression à mon propos initial. Tu verras, hein, les digressions, je te l'ai déjà dit, c'est le cœur. Ce n'est pas les à côté, les digressions. Au contraire, ça fait partie intégrante. Donc nous disions, tu n'as jamais cessé d'être un sujet en train d'observer. Tu ne peux pas sortir de ton corps et vivre l'expérience à travers autre chose, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être qu'il y a des moyens d'accès. On en parlera peut-être aussi par la suite. Mais nous sommes dans le propos initial, je ne peux pas encore rentrer dans toutes les finesses que nous pouvons apporter à travers ce podcast. Mais reste, ça tient vraiment la route et c'est très intéressant. Donc, tu ne peux pas comparer ta représentation propre du réel au réel en soi. Et comprendre ça, c'est vraiment comprendre le cœur de ce que je voulais te transmettre jusque-là. Alors, tu peux construire des modèles extraordinairement robustes, hein, comme j'essaye de le faire avec toi là,
Donc, comme tu vas peut-être faire suite à ce que je te propose là, cette exploration infinie, cette recherche, voilà, ça va peut-être t'apporter quelque chose de merveilleux et ça va vraiment te donner accès à une solidité de compréhension, une grille, une multiplicité, une superposition infinie de grilles de lecture. Certes, 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 certes. Tu peux même les confronter à l'expérience, les faire vérifier par d'autres sujets observants, d'autres subjectivités, d'autres personnes, d'autres individus, faire du lien, créer du lien, c'est ce que je t'incite à faire. Tu peux les rendre très prédictifs, reproductibles. Bref, faire de la science à son paroxysme. Mais tu peux pas supprimer complètement la médiation entre le sujet observant et le réel observé. Par la médiation par laquelle tu accèdes au final au réel. Et là, ça devient très très intéressant, c'est le fameux retournement dont je te parlais. Ce que tu appelles objectif, quelque chose d'objectif, de non subjectif, n'est peut-être pas au final l'absence de subjectivité que tu avais cru, mais simplement une représentation du réel, certes, mais construite collectivement, par des subjectivités agrégées. C'est ça la science finalement, mettre en lien un maximum de subjectivité. Et en là, j'ai tellement critiqué la science. On aurait dit que je voulais en faire un bouc émissaire à un moment, non? Tu as cru que j'étais anti-science à un moment. Alors que là, je suis en train de te donner le cadeau de pouvoir la voir des deux côtés, c'est-à-dire lui redonner son blason d'or, lui redonner ses lettres de noblesse, lui redonner magnifiant ce que c'est, que de final, mettre énormément de liens entre les individus. Et si tu te rappelles, c'était l'ontologie de ce que j'ai proposé au tout début. Si nous sommes des êtres séparés, si nous sommes plus une unité, quelque chose où il n'y a pas d'autre, il n'y a pas deux, il n'y a qu'un, il n'y a pas de lien, donc, s'il n'y a personne d'autre, s'il n'y a qu'un. Si nous ne sommes plus ça, plus cette posture avant Big Bang, plus cette matière condensée, matière et tout ce que constitue l'univers, donc la dite conscience qui traverse nos esprits pour percevoir cet audio, encore une fois, ces connaissances qu'on se transmet. Si nous sommes tout ça contenus en un point, il n'y a pas de lien. Si nous sommes divisés, autant créer du lien. Sinon, pourquoi même vivre? Pourquoi rester tout seul dans son coin? Parce que même tout seul dans son coin, ça reste, encore une fois, j'y reviens, une structure d'atomes momentanément liés, qui communiquent. Ces atomes, ces molécules communiquent dans un système physiologique qui crée un corps, qui permet l'accueil de la conscience et donc tout ce qui est en train de se dérouler. Donc au final, même dans ta solitude ontologique, tu es un système de mise en relation de particules, d'atomes. Juste, tu t'es cru individuel à un moment donné. Parce que tu te constitues d'une façon où tu te perçois, toi, ton corps, ta personnalité, ton prénom, comme quelque chose de séparé, d'individuel. Sans rentrer dans le cadre, encore une fois, métaprogramme similitude, de trouver en quoi tu es aussi quelque chose de collectif à toi tout seul. Cette fameuse mise en relation de tout un tas de cellules qui se transmettent de l'information, qui ne choisissent pas l'indépendance et l'immortalité, qui se mettent en relation pour créer une vie mortelle qui va, bien sûr, encore une fois, j'y reviens, sous la loi de l'entropie, s'étendre, 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 étant donné que l'univers s'étend et donc que les atomes s'écartent progressivement jusqu'à la disparition de la structure. Et par cette expansion permanente, recréer d'autres structures parce que les atomes s'étendant, ils vont rencontrer d'autres atomes, d'autres atomes, d'autres atomes et former d'autres formes. Comprendre finalement, encore une fois, ce que je t'ai dit en tout début, que la mort est inévitable, la mort de la forme, mais que l'immortalité des cellules, des atomes, quarks, si on veut retomber au plus petit niveau qu'on a su étudier quantiquement parlant, même s'il y en a peut-être d'autres et que je suis pas à jour de mes connaissances. Bref, comprendre que la forme n'est faite que pour se déformer et que pendant le temps momentané où elle est formée, où ton corps subsiste, il n'a que d'autre d'intérêt que de se lier, ça te permet de digérer petit à petit cette expérience dans ta chair, d'accepter la finitude de l'expérience sous une forme donnée, mais pas la finitude de l'expérience. Un point, c'est tout. Expérience subjective, captée, là, à l'instant T, selon ce prisme-là, avec ces organes biologiques-là. Là, là, on touche au fond du propos. Et la science permet donc la mise en relation de tout un tas de subjectivités et donc augmente le lien, la qualité de lien.
Mais, ayant dépassé la pré-rationalité, la croyance en un dogme, un leader, une religion, bref, quelque chose où c'est un point, c'est tout, il ne s'agirait sûrement pas d'utiliser la science, qui est une capacité de mise en lien et donc d'amour pur, de transmission, en un dogme à nouveau, où on y croit aveuglément et où on se réfère à des figures d'autorité. On y croit un point, c'est tout. Non, la science utilisée à bon escient, science qu'on dira peut-être réellement objective, qui tend vers une forme d'objectivité, qui a assumé sa subjectivité pour essayer d'y aller à cette objectivité, puisque jusque-là, elle était subjective tant que ça n'était pas assumé. Car il s'agirait d'ailleurs d'investiguer, son pathos, ses biais, ses motivations intrinsèques, à faire de la science de telle ou telle manière, chose qui n'est probablement pas faite par la grande majorité, statistiquement, du cursus classique, on va dire, universitaire, qui va vers la science, qui fait quelques cours sur les biais et quelques cours, voilà, un petit peu poussés, voilà, et qui au final, ne s'intéresse jamais, n'introspecte jamais, ne propose jamais une démarche dans la chair, dans les tripes, dans les émotions du chercheur. Eh bien, utiliser, encore une fois, cette méthode de lien pour renfermer au final l'individu dans sa subjectivité, lui faire croire qu'il n'y en a pas, et donc, et c'est là où on touche à la finesse du propos, je t'ai dit qu'il faudrait intégrer les paradoxes, dépasser la logique aristotélicienne, dépasser le principe de non-contradiction. Je suis en train de dire A et non A. Je suis en train de dire la science est un outil de subjectivité qui peut nous faire tendre à l'objectivité, mais l'objectivité n'existe pas sur un certain plan. Ça dépend du référentiel dans lequel on se positionne. A et non A peuvent coexister. Les propos sont tous vides quand on les pousse à leur paroxysme. Donc, permets-moi, je t'en prie, d'utiliser un propos un petit peu vide, un petit peu assumé. Et là, ça devient difficile. Comment accéder à un propos qui se démonte lui-même? Et là, on commence à accéder à l'après. On commence à accéder à l'après la rationalité. Car si je démonte des modèles, en même temps que je t'en propose, je te montre par la preuve, si tant est qu'il y en ait une, par la démonstration du moins, rigoureuse finalement, de la vacuité inhérente à tout propos, du fait que le réel est troué, que les concepts sont troués, on n'accède jamais vraiment. Et là, on commence à se sentir bizarre avec ça. Là, on commence à peut-être accéder à cet inconfort que ça génère. Mais je vais reprendre mon propos initial pour finir en bonne et due forme et te laisser réécouter et réécouter et réécouter encore et encore cet audio-là pendant peut-être des années jusqu'à ce que ça s'imprègne. Donc au final, ce qu'on voulait accéder là, cette objectivité, c'est peut-être pas une absence fondamentale de subjectivité, mais une représentation construite collectivement par des subjectivités qui sont elles-mêmes soumises à des procédures qui permettent justement de limiter les biais de chaque subjectivité individuelle. Donc une mise en lien, comme j'ai pu dire avant, de toutes ces subjectivités. Mais une mise en lien des subjectivités, ça donne quoi à la fin? Oui, on approche de l'objectivité sans jamais l'atteindre au final. Ça reste fondamentalement subjectif plus subjectif plus subjectif fois subjectif égale subjectif. Mais ça change fondamentalement la façon dont tu regardes la connaissance. Parce que c'est plus quelque chose que tu vas posséder absolument. C'est quelque chose qui va se construire, qui va se tester, qui va se corriger. Et que tu dois toujours pouvoir interroger sur ses présupposés, sur ses fondements. Et là, d'un point de vue logique, après tout cet exposé, ça te paraît cohérent. Ok, il l'a répété, c'est bon, j'ai compris. Mais là, je vais te proposer un tout petit exercice très simple pour voir si tu l'as vraiment compris dans la chair. Parce que je te rappelle, il s'agit de faire descendre ça au niveau du corps. Je t'invite à percevoir autour de toi et à, en effet, remettre en question, dans une démarche scientifique, rigoureuse, assumant ta subjectivité, tout ce que tu vois autour de toi. Tu penses voir une voiture, tu penses voir un arbre. La logique, toutes les explications les plus cohérentes possibles te font croire
que cet objectif, oui, je vois un arbre, c'est la réalité. Cet objectif, c'est sûr. Mais pourtant, il y a un instant, à l'issue de ce raisonnement logique, on avait pu intégrer que ce n'est qu'un agrégat finalement de perception qui s'est mis en forme par le langage et la transmission, la logique à laquelle on s'est soumis également, qui est une subjectivité également. Donc, nous ne serons jamais bien sûrs de ce que nous percevons. Tout cet environnement avec lequel tu as l'impression d'interagir n'est peut-être qu'une petite fractale du réel à laquelle tu as accès. Peut-être que justement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On n'accède pas ce à quoi l'on n'accède pas. Et là, ça permet la promesse tellement osée que j'avais fait en début, qui était de permettre de réintégrer des éléments pré-rationnels qu'on avait cru réfuter avec le rationnel, qui sont de l'ordre, du coup, de ce qui est invisible, mais pas au sens commun, pas au sens que tu as l'habitude d'entendre. Non, l'imperceptible, ce qui n'est pas à ta portée de perception. Si en effet toutes les subjectivités s'accordent sur un réel commun et assument par la logique, par tout cet exposé que nous venons de faire, que, au final, ils n'accèdent objectivement qu'à leur subjectivité collectivisée, il va falloir se rendre compte de l'énorme limitation dans laquelle nous nous encapsulons et de l'incapacité à penser hors du cadre que nous nous auto-affectons. Car au final, ce ne sera valide que si c'est assumé et accepté par d'autres. Donc, nous abandonnons quelque part notre subjectivité individuelle. Et donc, les perceptions d'un membre du groupe ou d'une partie du groupe qui est minoritaire ne sera pas validée. Et donc, nous réfutons de ce fait une subjectivité. Nous classons, nous hiérarchisons certaines subjectivités comme étant valables, comme étant un moyen d'accès au réel, justifié, justifiable ou non. Tu me diras, c'est bien le principe de l'objectivité. Et je te répondrai, on vient de la démonter pendant quasiment 1 heure avec tout un tas d'arguments. On ne peut mieux étayer. Et je surenchérirai encore, n'avons-nous pas démonté la logique justement? N'avons-nous pas assumé que cette logique partait d'une subjectivité également? Et là, il va falloir que je te laisse avec le trou, parce que ce que je souhaite t'expliquer là, ça va au-delà du langage. C'est hors du cadre. Et donc, le cadre ne me permettra pas de l'exprimer. Il s'agit d'un ressenti qui est censé émerger en toi. D'un ressenti qui prendra la forme qu'il prendra, que je ne peux pas cadrer par mes mots, par ma subjectivité. Cela t'appartient. Et à toi d'essayer, si tu le peux, avec les petits exercices et la démarche que je t'ai proposée ici, peut-être, ou une autre que tu trouveras de ton côté, d'essayer de rester avec ça, d'essayer de le considérer, d'essayer de voir au-delà, au-delà de ce que ta matrice biologique, tes yeux peuvent te permettre de voir, au-delà de ce que tes oreilles peuvent te permettre d'entendre, au-delà de ce que ton cerveau peut te permettre de penser. Peut-être même qu'il faudra couper ce cerveau et essayer de trouver un autre moyen d'accès au réel. Peut-être qu'est là notre limite la plus fondamentale que nous souhaiterions peut-être dépasser pour atteindre un nouveau stade d'évolution. Peut-être que cette cognition surdéveloppée qui a bâti toute notre civilisation, qui a été la démarcation claire entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes devenus maintenant, est en fait non plus un outil de progrès, mais une surenchère permanente qui nous empêche d'accéder au prochain stade d'évolution. Je te l'ai dit avant, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et par définition, pour aller chercher ce que nous ne savons pas, il s'agirait de reconsidérer cette phrase. Répéter toujours et encore la même chose en attendant un résultat différent, c'est là la définition de la folie. Donc si tu veux accéder à quelque chose de plus, de différent, d'autrement,
eh bien, il va peut-être falloir agir ou du moins percevoir, être différemment. Je vais te laisser avec ça parce que c'est une porte ouverte bien trop grande pour que je m'y immisce. Elle n'appartient qu'à toi.